s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir Monsieur Ndokwa Martial qui va parler du conflit homme-faune. Monsieur Ndokwa, vous avez la parole. OK. Alors, merci à tous les participants. Bonsoir à tous. Donc, je tiens tout d'abord, avant de commencer cette présentation, remercier Charles Queen Africa pour cette opportunité, cette occasion de nous permettre de partager notre expérience et les différentes activités que nous menons présentement dans le cadre du projet RESAC Waka autour du parc national de Waka. C'est vraiment un plaisir pour toute l'équipe du programme Faune Sauvage Développement Durable et qui certains sont évidemment connectés et qui nous suivent en direct. Effectivement, vous avez déjà fait une présentation, une brève présentation. Je suis Martial Ndokwa, évidemment. Je suis ingénieur de recherche au CNRS et assistant de recherche au programme Faune Sauvage et Développement Durable. Alors, depuis déjà bientôt 2 ans, nous menons des activités au sein d'un projet, donc dans une zone, dans le cadre d'un projet. Ce projet qui cherche à trouver des solutions face à cette problématique qui ne cesse de faire couler de l'encre et surtout de la salive. Le conflit homme-faune sauvage en général, mais en particulier le conflit homme-éléphant. Alors pour cela, je vais vous partager mon écran. Le projet RESAC Waka, c'est un projet, c'est un consortium entre plusieurs entités de recherche, dont l'Université de Liège qui joue un rôle très important, donc qui coordonne, qui est coordinateur général de ce projet, qui joue également un rôle de gestion financière et d'appui méthodologique sur le terrain, et qui envoie des étudiants, évidemment, au sein du programme Faune pour des stages de fin de cycle ou des stages d'immersion. Vous avez le scénariste qui joue également la coordination des activités sur le terrain et la mise en place, n'est-ce pas, des protocoles expérimentaux, n'est-ce pas, sur le terrain. Nous avons l'Agence nationale des parcs nationaux, qui est également un maillon très essentiel sur la mise en place et le déroulé, n'est-ce pas, des activités, car il joue un rôle dans la sécurité des stagiaires et, n'est-ce pas, des équipes sur le terrain, également l'encadrement des étudiants sur le terrain. Alors, ce projet, il est également, on a un partenariat avec une ONG locale, la Scoopé Lab, alors qui gère la logistique sur le terrain et fait un appui technique. Ce projet, il est financé par l'Union européenne. Il est conduit par le CIFOR ICRAF. Alors, ce projet naît d'une volonté simple de pouvoir apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice sur la problématique qui ne cesse de gangréner, n'est-ce pas, nos pays, à savoir le conflit homme-éléphant en particulier, mais en général le conflit homme-faune sauvage. Il faut dire qu'au cœur de l'Afrique, dans les vastes forêts du Gabon, il y a une lutte silencieuse pour la survie, pour les territoires, la survie pour les territoires et pour un avenir de ces deux espèces. Ces deux espèces sont l'éléphant et l'homme. Le Gabon étant un pays, n'est-ce pas, dont la biodiversité abrite la plus grande population, caractérisée par la plus grande population d'éléphants en Afrique. Et cette population d'éléphants qui joue un rôle très important, n'est-ce pas, dans le maintien de l'écosystème. Ces éléphants, n'est-ce pas, qui sont considérés comme des jardiniers naturels, des architectes de la forêt, sont aujourd'hui menacés d'extinction. Car le braconnage, désolé, vous avez sur cette image, sur cette présentation, une image très choquante, car le braconnage aujourd'hui est un frein, n'est-ce pas, à la gestion de cette population d'éléphants. Le braconnage pour l'ivoire en Afrique ou en Afrique entraîne près de 100 abattus des éléphants. La déforestation, l'expansion des terres agricoles réduisent de jour en jour, n'est-ce pas, l'habitat de ces animaux, de ces éléphants, qui, au détriment, n'est-ce pas, de leur habitat naturel, se rapprochent de plus en plus, n'est-ce pas, des habitations, des villages. Et la conséquence est, quand ces animaux sont à la recherche, n'est-ce pas, de leur nourriture, ils s'incrustent dans des plantations qu'ils vont dévaster.
Parfois, ils vont juste à détruire des habitations. Et en représailles, les populations, qu'est-ce qu'elles font? Il y a la colère, il y a la peur qui s'installe, il y a la colère qui monte, il y a la famine qui s'installe. Et quand la famine s'installe, les représailles sont lesquelles? Ils abattent ces animaux. Et nous rentrons dans un cycle infernal de violence. L'homme, en représailles, va battre l'éléphant. L'éléphant est chassé de son milieu naturel, se rapproche des villages. À la recherche de sa nourriture, il rentre dans des zones cultivées, il détruit, il saccage, il mange. Et là, à la fin, nous nous retrouvons dans un cycle infernal. Face à cette situation, les organismes de conservation, les chercheurs, les communautés locales travaillent depuis un certain temps d'arrache-pied pour trouver des solutions. Et évidemment, c'est dans ce contexte que le programme Faune sauvage, par l'intermédiaire de ce projet Risagwaka, méthode dissuasive, et la mise en place, l'essai, n'est-ce pas, d'une méthode, d'une stratégie de gestion, s'est lancé, n'est-ce pas, dans cette quête de solutions. Alors, ce projet se déroule présentement au Gabon, évidemment. C'est un pays de l'Afrique centrale. Les activités sont menées dans la 4e province du Gabon, donc dans l'Angounié, autour du parc national de Ouaka. Donc, dans les villages, en périphérie du parc national de Ouaka, et bien sûr, dans un site expérimental que nous appelons, c'est le site que vous voyez ici, le site Louga. Alors, pourquoi le choix de ce site? Pourquoi le choix de ce parc? Alors, le parc national de Ouaka, qui fait partie des 13 parcs nationaux du Gabon, est aujourd'hui peu connu. Moins des activités de recherche sont menées autour de ce parc, sinon dans ce parc. Ce parc est bien connu par sa biodiversité immense, mais nous avons peu de connaissances. Pourquoi ce parc? Eh bien, évidemment, la population se plaint par les dévastations, les intrusions des éléphants au quotidien. Alors, le programme Faune sauvage, à travers ce projet, a choisi de mener ses activités autour de ces parcs et sinon, évidemment, dans les villages autour du parc national de Ouaka. Alors, l'objectif global de ce projet, n'est-ce pas, c'est de pouvoir contribuer d'une manière efficiente à la préservation des grands mammifères. Ici, vous voyez une image qui nous présente un peu, qui nous présente la carcasse d'un éléphant abattu à moins de 2 kilomètres d'un village, en bordure d'une route, suite à des représailles, parce que je pense que l'éléphant s'était incrusté dans un jardin, derrière une maison, il avait été abattu. Et on préserve cette biodiversité, donc ces grands mammifères, mais il faut également sécuriser l'alimentation et le bien-être des populations locales. Et pour ce faire, deux objectifs spécifiques se sont dégagés. Car si nous voulons préserver la grande faune et assurer la sécurité alimentaire, il faut essayer d'avoir des ambitions telles que la faisabilité d'une stratégie de type SAFE et également améliorer la conception des méthodes alternatives de protection des cultures. Alors, la faisabilité d'une stratégie de type SAFE, c'est une stratégie qui a déjà été testée par le WWF. Donc, c'est une ONG qui travaille évidemment dans la gestion, la conservation de la biodiversité, qui a testé cette stratégie, évidemment, qui a fonctionné en Asie. Cette stratégie qui, évidemment, est basée sur 6 éléments, à savoir la compréhension du conflit. Alors, pour comprendre le conflit, il faut évidemment identifier les causes, cartographier les points chauds et avoir les caractéristiques globales, n'est-ce pas, de la venue d'un conflit entre l'homme et l'éléphant. Il faut également la surveillance. Il faut l'atténuation. Lorsque le conflit a déjà été consommé, il faut atténuer les parties prenantes, atténuer les populations qui, vous savez, nos populations qui vivent généralement dans ces coins reculés dans les villages, la seule source de revenus est l'agriculture, sinon la pêche, la cueillette. Et majoritairement, le conflit s'accentue autour, n'est-ce pas, des espaces cultivés, donc des plantations. Et lorsque ces plantations sont dévastées, c'est un travail, un investissement de plus d'une année, voire plus, mais qui est dévasté en une nuit. Et ces populations se plaignent. Donc,
il faut évidemment apporter une certaine atténuation. Les politiques, pourquoi? Parce qu'il faudrait prendre des mesures. Il faudrait sensibiliser également. Il faudrait des lois mises en place. Et la prévention, mettre en place une police de surveillance, de sensibilisation des populations pour comprendre l'importance de pouvoir cohabiter avec ces animaux et enfin des réponses. C'est ces piliers justement pour pouvoir impliquer tous les acteurs autour du conflit homme-éléphant, de pouvoir trouver des solutions. Il est vrai que nous pouvons mettre en place des méthodes de protection des cultures, telles que les fils électriques, mais qui restent comme des médicaments qui viennent juste atténuer la douleur, qui viennent baisser la fièvre, mais qui ne guérissent pas complètement le mal. Les méthodes de protection, évidemment, elles peuvent être efficaces, mais l'éléphant est un animal cognitif qui a la capacité de pouvoir se rappeler, de pouvoir réfléchir et de contourner certaines méthodes. Or, la mise en place d'une stratégie de type SAFE dans notre pays serait un atout, n'est-ce pas, dans le cadre de la gestion du conflit homme-éléphant. Alors, évidemment, pour atteindre ces deux objectifs, alors nous avons eu une première phase qui était de pouvoir implémenter le projet dans la localité choisie. Donc, il s'agissait évidemment d'informer les populations, informer les autorités locales, et prospecter évidemment les sites, le site d'expérimentation, et enfin de faire des enquêtes auprès des populations, auprès des responsables économiques tels que les opérateurs économiques des sociétés forestières dans la zone, pour s'enquérir, n'est-ce pas, des informations essentielles, capitales dans le phénomène du conflit qui sévit dans la zone. Alors, pour cela, nous avons reçu plusieurs étudiants dans la première phase, donc des étudiants qui venaient de diverses écoles, universités. Nous avons des étudiants qui reviennent de l'Université de Liège, de Massoukou, l'Université des sciences et techniques de Massoukou, de l'Université Omar Bongo, qui ont évidemment été des pionniers, n'est-ce pas, dans la prospection, sinon la mise en œuvre de ce projet. Bien évidemment, avec l'équipe du programme Faune sauvage et développement durable. Alors, il s'agissait dans cette première phase de pouvoir sensibiliser les populations, informer les populations de la mise en place, n'est-ce pas, de ce projet qui devait durer près de 3 à 4 ans. Nous avons reçu donc des étudiants qui se sont retrouvés dans des villages, évidemment pour faire des enquêtes. Et il y a eu des équipes, évidemment, qui se sont retrouvées dans des zones où il fallait identifier un site pour, n'est-ce pas, la mise en place du dispositif expérimental, n'est-ce pas, des méthodes de protection des cultures. Alors, ces étudiants qui sont arrivés, c'est des étudiants de niveau master. Évidemment, nous avons également accueilli des étudiants de niveau master 1, donc, dont l'objectif était, n'est-ce pas, de pouvoir faire des stages d'immersion. Alors, ces étudiants ont travaillé sur plusieurs thématiques. Donc, chaque étudiant avait une thématique bien précise dans l'optique. L'objectif était de pouvoir identifier si, autour du parc national de Ouaka, il y avait la mise en place, il y a une stratégie mise en place par les autorités ou sinon par les opérateurs économiques de la zone pour pouvoir gérer le conflit homme-éléphant. Donc, l'objectif de ces étudiants dans ces villages, c'était de s'enquérir de ces informations et enfin de pouvoir mettre en place cette stratégie de gestion du conflit homme-éléphant. Donc, nous avons des étudiants qui ont travaillé sur la cartographie des méthodes d'atténuation du conflit, donc qui se sont retrouvés à identifier des zones potentielles où le conflit était plus accentué. Il s'agit d'un étudiant de l'université Omar Bongo qui a déjà présenté, qui a soutenu, n'est-ce pas, son mémoire de master il y a cela 2 ou 3 mois. Il y a l'étudiant Mboma qui a également travaillé sur l'importance des activités alternatives et génératrices de revenus, n'est-ce pas? En dehors de l'agriculture, quelles seront les activités qui pourront générer, n'est-ce pas, des revenus
en fait, de minimiser, n'est-ce pas, le conflit entre l'homme et l'éléphant, car il est accentué généralement autour, n'est-ce pas, de l'activité agricole. Qui a également soutenu son mémoire il y a de cela quelques semaines, quelques mois, pardon. Nous avons également reçu des étudiants en immersion, donc des étudiants de ULiège, qui ont travaillé sur l'analyse des états des lieux de gestion de conflits autour du parc. Et un autre étudiant qui a également travaillé sur, n'est-ce pas, le relief comme étant un palliatif, donc un mode, n'est-ce pas, de pouvoir gérer le conflit, c'est de pouvoir cultiver, donc utiliser le relief comme étant une barrière naturelle pour limiter le conflit entre l'homme et les faunes, en cultivant sur des zones de pente. Ces étudiants qui étaient, n'est-ce pas, évidemment en Master 1, ils n'ont pas encore finalisé leurs travaux de recherche, sinon de stage, qui certainement cette année-ci, à la fin de cette année-ci, vont présenter les travaux. Nous avons également certains étudiants qui aujourd'hui travaillent sur l'importance, évidemment, évaluer l'importance de l'éléphant, n'est-ce pas, dans l'importance de l'éléphant, n'est-ce pas, dans la biodiversité et évidemment dans ce qui est autour, n'est-ce pas, de l'agriculture. Donc, utiliser des intrants tels que les bousses d'éléphant pour pouvoir faire de l'agriculture, pour amender les cultures. Donc, ce renforcement des capacités, en fait, c'est une activité qui a permis de pouvoir rassembler toutes les informations et d'enquérir des informations dans ces villages pour pouvoir mettre en place cette stratégie de type SAFE au Gabon pour la gestion durable du conflit homme-femme. Alors, à côté de cela, comme je l'annonçais déjà, il y a eu également la mise en place, n'est-ce pas, d'un champ expérimental pour pouvoir tester des méthodes de protection des cultures. Alors, quelques critères étaient bien identifiés au préalable. C'était le type de site qu'il fallait choisir, n'est-ce pas, pour limiter, pour minimiser, n'est-ce pas, évidemment, les interprétations des populations, il fallait identifier un site très éloigné des habitations et surtout des zones cultivées, d'où l'objectif de pouvoir prospecter un site. Alors, nous avons prospecté dans ce cadre 3 sites. Un seul site, évidemment, a répondu aux critères prédéfinis, donc l'éloignement. Alors, c'est un site qui est situé à près de 40 km du village le plus près, dans la zone d'Ikobé, et dans la zone évidemment, d'Ikobé, très éloigné. Alors, ce site est fréquenté quotidiennement par les éléphants. C'est une zone très, très, très fréquentée par la population d'éléphants. Et évidemment, cette zone est un ancien site forestier. Juste pour dire que ce n'était pas une forêt vierge que nous avons détruite. Donc, voilà. Et ce site, après prospection, c'est 25 parcelles qui ont été évidemment nettoyées, mises en place pour pouvoir tester 4 méthodes en ce moment, pour le moment. Donc, pour le moment, nous avons 4 méthodes que nous utilisons, que nous testons dans ce site expérimental. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce site expérimental? Alors, c'est un site de 9 hectares. Et dans ce site de 9 hectares, nous avons 25 parcelles. Nous avons 25 parcelles qui font 5 parcelles. Nous avons 5 parcelles témoins et 20 parcelles qui ont des méthodes de protection. Ça veut dire chaque méthode est une répétition de 5. En fait, nous faisons une répétition de chaque méthode 5 fois. Alors, dans ces parcelles, nous faisons juste la transposition, n'est-ce pas, d'une plantation d'un villageois. Donc, nous plantons tout ce qu'il y a à planter. Pour le moment, nous avons commencé avec la banane, nous avons utilisé le maïs et évidemment les boutures de manioc qui sont plantées dans ces parcelles-là. Donc, les parcelles sont protégées par des méthodes. Et autour des parcelles, nous mettons des caméras qui vont évidemment observer, sinon capturer en temps réel les mouvements, sinon les réactions des animaux face aux méthodes. Alors, nous avons les méthodes, parmi toutes ces méthodes, donc nous avons les méthodes de ruches d'abeilles, donc des barrières de ruches d'abeilles. Nous avons les méthodes des panneaux solaires, nous avons les méthodes des ultrasons et nous avons les méthodes du piment, aspersion du piment, sinon des rideaux du piment. Alors, la méthode est là, je vous présente ce que vous voyez en écran, c'est la méthode des panneaux solaires, d'accord, et des diffusions et des radiodiffuseurs, d'accord. Ces méthodes
Pour les radiodiffuseurs, ce sont des sons qui sont enregistrés, qui vont simuler la présence des personnes et sont évidemment munis, n'est-ce pas, des capteurs à distance, de déclenchement automatique. Alors, lorsque l'animal s'approche de la parcelle, donc la parcelle, le mécanisme va se déclencher et va imiter, n'est-ce pas, la présence des personnes dans la parcelle. Et les caméras autour, n'est-ce pas, de la parcelle vont identifier, vont capter, pardon, pas identifier, vont capter, n'est-ce pas, les réactions de l'animal. Est-ce que l'animal affronte la méthode? Est-ce que l'animal rebouche chemin? Est-ce que l'animal détourne la méthode? Et là, comme ça, nous avons cette méthode. Vous avez également la méthode des ultrasons qui sont également installés dans 5 parcelles. Et ces parcelles ont été randomisées d'une manière, elles sont aléatoires. Donc, c'est un carré latin où vous allez constater que les méthodes ne sont pas alignées. Donc, c'est randomisé, c'est vraiment d'une manière aléatoire. Voilà, pour que ces méthodes ne soient pas impactées par le fait de l'approchement ou bien de l'alignement des méthodes. Donc, vous avez comme ça des ultrasons qui, évidemment, sont des méthodes que nous utilisons. Alors, nous avons 4 ultrasons par parcelle. Évidemment, autour de ces parcelles, nous avons 4 caméras, sinon 2 caméras installées. Et là, vous avez également la méthode de piment. Donc, ce sont c'était 2 méthodes, n'est-ce pas? Mais la méthode des aspersions de piment était limitée par le fait que le matériel n'était pas adapté à notre site. Donc, il fallait installer voilà, une alimentation hydraulique, donc pouvoir alimenter les cuves, évidemment, et puis transporter. Et ça nous a limité. Donc, il a fallu installer des tissus, n'est-ce pas, imbibés, donc imbibés de piment, que nous mettons autour de la parcelle. Alors, cette méthode qui permet évidemment, au-delà du fait qu'elle va protéger, elle va repousser les animaux, c'est une méthode, effectivement, qui, je sais que dans certaines réactions, qui est un peu limitée par le fait que nous sommes dans une zone très pluvieuse, effectivement, avec une grande pluviométrie, et évidemment, le piment est lessivé et au bout de quelques temps, voilà, les effets du piment sont dissipés. Ce qui fait que, voilà, l'animal peut facilement contourner, sinon affronter la méthode. Mais nous n'avons pas encore tous les résultats. Et évidemment, c'est lorsque nous aurons des résultats probables, des résultats déjà analysés, scientifiquement prouvés, et ils seront mis à la disposition, n'est-ce pas, du grand public. Alors, l'autre méthode, c'est la méthode, évidemment, comme je le disais, c'est la méthode des barrières de ruches d'abeilles. Alors, cette méthode, elle consiste évidemment, à protéger notre culture, donc notre parcelle cultivée, avec des ruches autour. Alors, sachant bien que ces ruches ne sont pas colonisées automatiquement par des colonies d'abeilles, il y a des dispositifs que nous installons, d'accord, dans ces ruches. Donc, c'est des dispositifs, n'est-ce pas, dans lesquels nous avons enregistré des abeilles, donc des colonies d'abeilles en furie à déclenchement automatique. Alors, à l'approche de l'animal, il y a détecteur de mouvement. Donc, à l'approche de l'animal, ces petits appareils vont se déclencher et évidemment simuler, n'est-ce pas, la présence, n'est-ce pas, voilà, une colonie d'abeilles qui est en furie et qui attaque. Donc, ces ruches d'abeilles sont reliées entre elles par des câbles électriques, de telle sorte que lorsque le détecteur de mouvement n'a pas capté l'animal à distance, et si l'animal touche le câble, le caoutchouc qui relie toutes les ruches, alors ce sont les ruches qui vont se bousculer automatiquement. Ça va déclencher les capteurs de mouvement, les diffuseurs de son, et évidemment qui vont simuler la présence de plusieurs colonies d'abeilles en furie. Et les caméras, évidemment, comme je le disais tantôt, vont identifier, vont regarder, vont capter, n'est-ce pas, les réactions de l'animal face à la méthode. Et évidemment, pour cette méthode-là, au sein du site expérimental, donc du champ expérimental, nous avons déjà plusieurs ruches colonisées, évidemment, par des abeilles. Et à la fin, nous avons évidemment cette méthode-là. Pardon, ce n'est pas une méthode, c'est évidemment, ce sont les parcelles témoins. Alors, ces parcelles témoins, malheureusement, évidemment, il faut forcément un témoin, pas malheureusement. Ce sont des parcelles qui n'ont qu'une méthode de protection. Donc, on plante, donc il y a de la banane, il y a des ruches, il y a des bananes, il y a les boutures de manioc et du maïs. Et nous avons juste mis des balises.
Alors, cette balise qui permet évidemment de pouvoir identifier s'il y a eu des intrusions ou pas, mais évidemment de caractériser notre parcelle ici. Alors ça, ce sont les parcelles au début, n'est-ce pas, de la mise en place du projet. Il y a de cela quelques semaines, nous n'avons plus en fait, nous ne sommes pas allés sur le terrain pour pouvoir avoir des nouvelles images. Donc là, c'est à la mise en place du projet. Et donc, c'est des parcelles comme ça, il y a de cela 1 an. Donc là, vous pouvez observer ici, c'est quelques rejets de bananes qui commençaient déjà à pousser. Donc, voilà un peu les différentes activités que nous menons. Donc, et chaque mois, chaque fin de mois, n'est-ce pas, on va dire chaque 30 jours. Alors, il y a une équipe qui se déplace sur le terrain pour aller s'enquérir, n'est-ce pas, des informations sur le site. Donc, il s'agit évidemment de vérifier les dispositifs que nous avons mis en place, de changer les piles de caméras, de pouvoir changer également les cartes mémoire de ces caméras et évidemment observer s'il y a eu des intrusions ou pas. Et effectivement, il y a d'autres méthodes qui seront testées. L'objectif ici de ce pouvoir, au-delà, n'est-ce pas, d'avoir des méthodes de protection, évidemment, mais c'est de tester ces méthodes et d'évaluer leur efficacité. Et à la fin, si ces méthodes sont efficaces, elles seront mises à la disposition des populations afin de pouvoir pallier, sinon de protéger leurs espaces cultivés et à la fin également de mettre en place une stratégie de type SAFE pour pouvoir évidemment répondre à cette problématique et atteindre, n'est-ce pas, les objectifs que nous nous sommes fixés, évidemment, conserver la grande faune et effectivement et assurer la sécurité alimentaire des populations et leur bien-être. En ce jour, voilà, nous avons quelques résultats. Il s'agit ici de la biodiversité de notre site expérimental. Donc là, c'est quelques captures donc, dans des parcelles, sinon autour également, puisqu'il y a des caméras qui ont été installées autour de la parcelle. Et évidemment, sur certaines pistes que nous avons identifiées comme étant des pistes empruntées par des animaux. Donc, c'est une zone caractérisée par une biodiversité immense, effectivement. Et le choix de ce site, comme je le disais tantôt, c'était de pouvoir évidemment être très éloigné donc des populations et des zones cultivées, évidemment d'avoir une zone neutre, en fait de pouvoir mener à bien cette expérimentation qui effectivement nous promet des bons résultats. D'ici peu, je dirais d'ici 1 an, nous aurons à partager, sinon à rendre le rapport final, sinon de ces activités qui sont menées dans le cadre de ce projet. Et à côté de cela, il y a également cette phase de sensibilisation de la population, donc que nous faisons à travers des panneaux, des signalisations, et que les populations vraiment sont très, très contents parce que l'objectif pour cette population, c'est de pouvoir trouver une solution à cette problématique qui aujourd'hui gangrène beaucoup de villageois dans des zones reculées. Et avant de terminer mon propos, il faut dire que nous avons travaillé dans ces villages. C'est des villages très éloignés, des villages qui, malheureusement, il faut attendre 1 ou 2 semaines pour qu'un véhicule arrive là-bas et pour avoir du sel, sinon du riz ou de l'huile. Et lorsque leur culture, leurs plantations sont dévastées, ces populations vraiment n'ont que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils passent des moments très difficiles. Nous avons fait des excursions dans ces zones-là où euh, même un sac de riz, c'est comme si euh, vous les avez donné du paradis. Et aujourd'hui, avec ce projet, nous espérons que à la fin, ce projet trouvera des solutions adéquates à cette problématique qui gangrène ces populations. Parce qu'il y a également des villages qui ont été abandonnés par les populations. Du fait qu'il y a de plus en plus des intrusions, des attaques d'éléphants dans ces villages. Et pour cela, je pense qu'avec les activités que le programme Faune sauvage et développement mène actuellement, au-delà du projet RSA Kwaka, l'objectif final, c'est de pouvoir atteindre cet objectif qui est de amener l'homme à coexister avec l'éléphant. Pour cela, je vous dis merci. J'espère que je n'ai pas été très long, docteur Atomo Laetitia. Merci à tous. En tout cas, j'ai été remercier d'abord
notre présentateur, il a fait une très belle présentation que j'ai tellement aimée. Par autorisation, d'ailleurs, je pourrais demander la présentation là si il peut m'envoyer. Vraiment, je suis resté à ma soif. Finalement, j'ai quelques questions à poser. Au début, j'ai vu les images. Il a parlé de perte de l'habitat naturel, il y a des conflits, tout ça. Et il a parlé également de braconnage. Alors, j'aimerais un peu savoir, entre les braconnages, c'est-à-dire les gens qui abattent les éléphants pour avoir les ivoires, aller vendre pour avoir trop d'argent, et les gens qui exploitent d'une manière abusive la forêt, autrement dit la déforestation, qu'est-ce qui constitue vraiment le meilleur menace pour les éléphants? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à nos amis de master qui ont fait des très bons travaux que je félicite les travaux du terrain parce que ça leur permet de bien comprendre et assimiler ce qu'ils sont en train de faire dans leur vue de la recherche. Après avoir compris, ils ont mené des enquêtes pour savoir les activités qui peuvent jouer, par exemple, un rôle de pont entre l'homme et les éléphants. On sait que, bon, vu que, par exemple, la forêt est menacée, les éléphants ont des difficultés à avoir les ressources d'une manière suffisante et ils quittent leur étang naturel pour aller s'attaquer aux champs des gens. Ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé que certainement il y a un problème là, mais après avoir trouvé ces réponses, qu'est-ce qu'on doit faire pour valoriser vraiment ces recherches, pour trouver un climat d'attente entre les menaces de l'homme et les éléphants? Voilà. Je crois que je peux m'arrêter là. Je ne sais pas si j'étais clair avec mes questions. Docteur Laetitia, vous pensez que je peux répondre au fur et à mesure, non? Je crois que ce sera mieux. Oui, oui, bien sûr. D'accord. OK, Madame Joffette, c'est ça? Madame Mhm. Jaffette, pardon. Monsieur Jaffet, D'accord. C'est Monsieur Jaffette, désolé. Alors, la deuxième question, je n'ai pas bien saisi. Vous allez certainement réitérer, mais sur la première question, évidemment, c'est de savoir entre le braconnage, évidemment, et l'exploitation abusive des forêts, qu'est-ce qui constitue vraiment le mal, voilà, pour les éléphants. Ben, effectivement, c'est une question très importante dès lors qu'aujourd'hui, nous savons que le braconnage, en fait, est une pratique très illicite et qui, malheureusement, emboîte et empiète sur les populations d'éléphants. Parce que le braconnage a atteint directement sur la vie des animaux, de ces grands mammifères-là. Aujourd'hui, le phénomène de braconnage tend à disparaître, à être un peu réduit parce que aujourd'hui, avec l'Agence nationale des parcs qui a mis en place des labs, donc des luttes anti-braconnage, pratiquement autour de ces parcs nationaux, ralentit ce phénomène-là. Mais le phénomène d'occupation de terres, le phénomène d'exploitation abusive des forêts reste encore. C'est vrai que je ne vais pas me prononcer en utilisant, parce que nous, les scientifiques, on utilise évidemment des données scientifiques, des données probantes, mais c'est un phénomène également très, très, très énorme pour la survie de ces animaux. Parce que l'exploitation fait que les dévastations, l'exploitation abusive des forêts font que les animaux se rapprochent de plus en plus des zones habitées. Et lorsque ces animaux se rapprochent des zones habitées, il y a en fait, il y a une, on va dire, une compétition pour les ressources. Parce qu'ils vont de leur milieu naturel, leur habitat naturel. Ils sont obligés de se rapprocher des villages. Et près des villages, il y a des plantations. Mais lui, à la recherche de son alimentation, à la recherche de sa nourriture, ben, il ne fait pas de tri. Il mange tout ce qui est autour de lui. Ce qui fait que ça cause un phénomène énorme. Donc, entre le braconnage, entre les déforestations, évidemment, ces deux phénomènes sont pratiquement, je dis, ils seront égaux, égaux, dans le sens où il faut les réduire complètement.
Et en ce qui concerne la deuxième question, comme je vous disais, je ne l'avais pas vraiment bien saisie. Si vous pouvez réitérer la question. Ok, merci pour la réponse de la première question. Et j'espère que vous avez très bien répondu à ma question. Tu comprends que beaucoup plus quand il y a la déforestation, les habitats forestiers sont tellement menacés, on est d'accord. Mhm. Mais Mhm. finalement, les espèces, les éléphants pourraient quitter leur état naturel toujours pour aller chercher les ressources. Lorsque les ressources sont Mhm. limitées, et cela, ça pose un problème pour les éléphants. Alors, la deuxième question pour moi, je voulais savoir que les amis qui étaient sur le terrain, les étudiants en master pour leur stage, il y a un ami qui a fait ses études pour euh, essayer de voir les activités qui peuvent jouer le rôle, par exemple, sur les conflits qu'il y a entre l'homme et les éléphants. Effectivement, ils ont présenté les données Mhm. pour comprendre il y a qu'il y a les champs qui fait en sorte que les éléphants quittent pour venir chercher les ressources. Mais après avoir fini à comprendre qu'il y a les champs, mais nous voulons avoir ces données comme un pont pour essayer de réguler un peu ces conflits entre l'homme et les éléphants. Comment on peut valoriser les données là? Parce que ce sont des données très essentielles. Si nous pouvons mettre ça en pratique, tout en discutant avec nous, les gestionnaires de l'Union européenne, les gens qui financent du parc national, la gestion des parcs nationaux, ça pourrait au moins nous aider à avoir des mesures à bien vouloir s'engager à gérer un peu d'une manière rationnelle les conflits qui existent entre l'homme et les éléphants. Parce qu'à tout moment, ces conflits hommes-femmes continuent et ça existe et toujours, ça existerait toujours. Je comprends, et là, je comprends très clairement votre question. Effectivement, nous avons un étudiant de Master 2 qui a travaillé sur, n'est-ce pas, des activités alternatives et génératrices de revenus, évidemment, autour du parc national de Waka. Donc, cet étudiant, évidemment, s'est retrouvé dans ces villages, dans les villages en périphérie du parc. Donc, il a travaillé sur, je crois, dans près de 7 à 8 villages, où ils ont séjourné parfois près d'un mois dans ces villages. Alors, ils ont évidemment, leurs données peuvent être valorisées. Ils seront même, pas peu, ils seront valorisés dans le cas de ce projet, parce que ce sont des données, évidemment, qui ont déjà été présentées, donc qui ont fait l'objet, n'est-ce pas, de son mémoire de fin de cycle, master. Donc, effectivement, nous avons identifié des activités au sein de ces villages qui peuvent, n'est-ce pas, au-delà, sinon en parallèle de l'agriculture, les populations peuvent valoriser, n'est-ce pas, ces activités-là. Donc, c'est des activités telles que la vannerie, telles que la pêche artisanale, telles que la cueillette, la transformation, n'est-ce pas, des PFNL, donc des produits forestiers non lignés. Évidemment, ces activités sont déjà pratiquées par ces populations, mais qui ne sont pas, en fait, si vous voulez, la pratique n'est pas d'une, en fait, ils ne le font pas, n'est-ce pas, pour régénérer, pour générer, pardon, des profits financiers. Mais par contre, c'est pour l'utilisation, n'est-ce pas, locale, c'est pour la consommation locale. Mais dans le cas de ce projet, des étudiants, lorsqu'ils sont allés, évidemment, au-delà des enquêtes, mais il y a eu également des sensibilisations, donc de pouvoir promouvoir ces activités-là, parce que dans ces zones, évidemment, le conflit est accentué juste autour de l'agriculture. Peut-être pas juste, mais autour de l'agriculture. Bien qu'il y a des attaques d'éléphants, des populations, soit parfois dans la forêt et soit dans les villages, mais le projet, le conflit, il est accentué autour des zones cultivées. Et effectivement, ces données seront effectivement valorisées dans le cadre de ce projet. J'espère que j'ai quand même répondu à vos deux questions. Ok, merci beaucoup. Ce sont vraiment des données qui doivent être valorisées et puis je conseillerais à mes amis là s'ils peuvent avoir des financements pour continuer jusqu'à la thèse. Donc, ils seront vraiment de meilleurs chercheurs des pions pour trouver des solutions de ces grands problèmes qui menacent tous les parcs au niveau du monde, que ce soit bon, chez nous en Afrique ou partout. Vraiment, je suis hyper content
de leurs recherches. Je les félicite qui est jusqu'à la thèse. Merci beaucoup. Évidemment, je suis sûr qu'il vous suit même. Il est en ligne connecté. Yeah. OK, Vraiment, merci. yeah. Vraiment, s'il est en ligne, vraiment un grand bravo à lui. Et on espère pouvoir l'avoir sur notre plateforme quand il a fini la recherche pour venir lui-même présenter les résultats même de la thèse. Donc, OK. vraiment, merci. On a une main levée, c'est Dr Bayambas. Donc, je vais donner la parole à Dr Bayambas et après, Dr Mireille Johnson pourra prendre la parole. Bonsoir, une fois encore à toutes les personnes connectées. Je voudrais déjà féliciter Martial pour la présentation et le travail qui est en train de se faire. Donc, je vois que l'équipe de Steve avance très bien. Bon, je voudrais, Martial, vous m'écoutez? Oui, oui, je te suis, docteur Biavas. On vous reçoit. D'accord. Bon. Je disais, par rapport à la pression des éléphants sur les populations, on a regardé souvent cet aspect où la pression humaine par rapport à l'agriculture a entraîné les éléphants vers les populations. Ça, c'est Les habitations, oui. je voulais savoir, est-ce que vous avez regardé aussi l'autre aspect par rapport à notre environnement, donc le pays? Vous voyez que les animaux en général recherchent des zones de quiétude. Et quand vous voyez le Gabon, il est environné par des pays qui, pour la plupart, ont vécu des zones de trouble avec des guerres, ainsi de suite. Est-ce que ce phénomène de guerre-là, qui souvent se passe en forêt, hein, ne peut pas aussi être une des causes qui a entraîné les animaux qui ne connaissent pas les frontières vers le Gabon et en augmentant donc la population d'éléphants dans ce pays, peut aussi, ça pourrait être une explication sur la pression subie par les populations parce que les disponibilités alimentaires sont moins importantes à cause de l'augmentation de la population d'éléphants. Ça pourrait aussi expliquer ce phénomène d'apparition des éléphants dans les zones habitées. Est-ce qu'il y a cet aspect qui a été regardé un peu dans vos études? Parce que il faut se reconnaître que ça, c'est un pan qui pourrait expliquer aussi cette pression. Donc voilà, c'est la seule question que je voulais poser. Peut-être qu'il y en aurait une autre, mais voilà celle que je voulais regarder. Merci. Oui, docteur Biambas, vraiment très, très bonne question. Et vraiment, cela nécessite effectivement une investigation dans ce domaine, dans ce sens-là. Dans le cas de ce projet, effectivement, qui a été focalisé uniquement dans la zone de Ouaka, donc autour du parc national de Ouaka. Donc, nous n'avons pas pu explorer évidemment cette voie-là. Il s'agissait évidemment, comme vous l'avez dit, de pouvoir regarder au niveau de nos frontières, évidemment, les animaux qui sont obligés de partir des zones très, très, on va dire, une situation sociale très, très mal en point pour venir dans des zones de quiétude. Effectivement, ce phénomène-là, il est même observé au Gabon. Observé au Gabon, pourquoi? Vous allez voir, les animaux se rapprochent de plus en plus des villages, donc des zones habitées, pour la simple raison qu'ils se sentent protégés autour des villages. Ils se sentent protégés autour des villages. En forêt, ils sont braconnés. En forêt, il y a entre guillemets, voilà, des engins, certainement euh, la déforestation qui fait qu'ils sont obligés de se rapprocher des villageois, des habitations. Et ils trouvent leur quiétude là autour des populations, autour des villages, où ils ne sont pratiquement pas braconnés parce qu'ils se sentent en protection, bien qu'il y arrive des moments où il y a des représailles des villageois. Mais évidemment, il faut dire que nous devons exploiter, nous avons exploré, n'est-ce pas, évidemment, cette voie-là. En ce qui concerne l'augmentation de la population d'éléphants au Gabon, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Il serait nécessaire pour moi d'avoir des données récentes sur, n'est-ce pas, l'évaluation du stock d'éléphants au Gabon. Je n'ai pas sous mes yeux un document scientifique qui me prouve évidemment qu'il y a eu une évaluation des stocks de population d'éléphants au Gabon qui permettent aujourd'hui de confirmer que la population d'éléphants a augmenté. Il faut dire que lorsque les animaux se concentrent dans une zone particulière, on a l'impression que la population a augmenté.
Mais si vous éclatez ces populations d'éléphants dans tous les coins du Gabon, vous verrez que les populations certainement n'ont pas augmenté. Sinon, si il y a eu des études d'évaluation des stocks, nous aurons certainement des informations d'ici. Mais je félicite et évidemment, je pense que nous devons explorer cette voie-là avec le docteur Steve Ngama, qui est responsable du programme, et voir si, évidemment, les phénomènes donc, de guerre et autres qui se passent dans les pays, évidemment, euh, les pays voisins, n'ont pas un impact sur, évidemment, les populations de nos éléphants. Merci et j'espère que j'ai quand même répondu à votre préoccupation, docteur Diamas. Oui, Martial, c'est très bien. Merci beaucoup. Je pense que c'est une voie à explorer pour les prochaines études. Mhm. Yeah. OK. Je vais donc lire dans le chat box, c'est Monsieur Joël Kakundane qui dit merci beaucoup euh, au présentateur pour ce brillant exposé. J'ai une préoccupation. Elle concerne le statut IUCN de l'éléphant. Il est en danger critique d'extinction. La conservation serait mieux que la gestion et cela pour une solution durable. Donc, je pense que c'est juste un commentaire. Je vais D'accord, évidemment. donc donner la parole à Dr Mireille Johnson. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir tout le monde. Vous Bonsoir. Bonsoir, m'entendez? docteur Mireille. Euh, donc, Mireille Johnson, je suis spécialiste éléphant, pour ceux qui ne me connaissent pas, au niveau du Gabon. Et je voudrais d'abord féliciter Martial pour sa brillante présentation. Et j'ai un commentaire à faire et puis une ou deux questions. Après, le commentaire, donc, c'est le constat que je fais par rapport à l'implication des étudiants gabonais surtout dans un tel programme. Vraiment, je tiens à féliciter les responsables pour cela parce que ça montre qu'il y a euh, un intérêt pour cette problématique au niveau des nationaux, sinon des Africains en général. Et ça pourrait donc assurer dans le futur une plateforme de ressources humaines euh, qui, qui, euh, qui pourra s'investir euh, amplement dans la résolution de ce problème conflit euh, homme-éléphant, même si on parle aujourd'hui de coexistence maintenant. Donc, ma première question, j'ai pris un peu la présentation en cours, donc peut-être que vous avez donné des informations avant et j'ai pas pu les avoir. Vous parliez de euh, l'installation des sites expérimentaux en plein milieu naturel, donc dans l'habitat naturel des éléphants en forêt, à près de 40 kilomètres des villages. Je voulais savoir pourquoi ce choix, 40 kilomètres des villages, pourquoi aussi loin des villages quand vous parlez en même temps des éléphants qui se rapprocheraient des villages pour rechercher une quiétude. Pourquoi être allé euh, faire ces expériences si loin des villages? C'est la première question. Vous parliez aussi de sensibilisation et vous disiez que euh, concernant la sensibilisation, vous avez mis en place des panneaux avec des inscriptions. Est-ce qu'il y a eu d'autres informations ou une autre forme de sensibilisation que vous avez fait auprès des populations de ces villages-là? Et ce serait bien d'avoir une idée aussi de la taille des villages, donc la population des villages, parce que j'ai pu voir la carte
il y en a pas mal. Il y a beaucoup de villages dans votre zone d'études. Euh, la taille de ces villages-là, c'est des centaines d'individus, des milliers. Combien à peu près d'habitants en moyenne, quoi, dans les villages? Voilà mes questions. Merci. Merci, docteur Mireille Johnson, pour ces deux questions très intéressantes et vraiment qui nous permettent évidemment de ressortir des informations certainement que nous n'avons pas abordées lors de la présentation. Effectivement, le choix du site à près de 20 km du village le plus près, c'est 20 km, certainement que j'ai abusé, c'est pas 40, c'est 20 km du village le plus près. Alors, le choix de cette distance n'est rien d'autre que de pouvoir minimiser les comment dirais-je, de nous faire porter le chapeau, parce que vous savez, je vais parler un peu en langage terre à terre. Lorsque nous avons implémenté ce projet et lorsque nous avons commencé à informer et sensibiliser les populations, alors on avait des informations, on avait des réactions telles que, je cite, prenez vos éléphants et vous les amenez chez vous. Prenez vos éléphants, ce sont vos enfants, vous les trouvez un endroit et vous les mettez à côté. Parce que là, vous êtes arrivé, là, c'est sûr que là, vous avez encore apporté vos éléphants, et vos enfants, là, ils vont encore nous embêter. Donc, c'est ça, ces spéculations que nous avons refusées parce que si on mettait un champ expérimental à côté d'un village, je vous rassure, docteur Johnson, et que ces animaux, ou bien les plantations de ces populations devaient être dévastées ou voilà, ravagées pendant que nous menons nos activités de recherche, on devait être accusé d'apporter les éléphants, et ce sont ces éléphants qui sont venus dévaster, n'est-ce pas, leur champ. D'où le choix d'un site neutre. Le choix d'un site neutre, vraiment éloigné, pour éviter d'avoir un impact sur les populations et sur les activités agricoles des populations. Simplement ça. Et évidemment, le choix était basé aussi sur le fait que c'est un site qui est fréquenté par les éléphants quotidiennement. Donc, nous, l'objectif ici, c'est de pouvoir tester les méthodes pour protéger les cultures, donc les plantations, contre les éléphants. Et pour cela, il fallait identifier un site qui est fréquenté par les éléphants et voir si, évidemment, nos méthodes de protection des cultures, des plantations seront efficaces face à ces animaux. Simplement, ce choix-là. Et effectivement, aujourd'hui, nous commençons à observer qu'il y a des méthodes qui sont efficaces, peut-être pas à 100%, mais à la fin, d'ici la fin du projet, nous aurons des données probantes, évidemment, pour évidemment confirmer quelles sont les méthodes qui ont évidemment joué un rôle vraiment important et dans la protection de ces cultures. Donc, c'est simplement ça, l'objectif de s'éloigner des villages. Alors, en ce qui concerne les sensibilisations, évidemment, par les panneaux solaires, effectivement, les panneaux solaires ici, en fait, c'est une sensibilisation visuelle qui devait interpeller les populations à tout moment qu'ils voient ce panneau. Effectivement, qu'il y a une activité de recherche, il y a une activité qui se mène, n'est-ce pas, sur la gestion du conflit homme-éléphant. Mais nous avons effectivement fait des sensibilisations dans ces villages-là. Nous nous sommes déployés dans les villages autour du parc national, donc la plupart des villages que vous avez vus en périphérie du parc. Nous avons effectué, n'est-ce pas, des campagnes de sensibilisation au-delà des enquêtes que nous avons menées, mais nous avons sensibilisé. Évidemment, lorsque nous avons pris contact de cette population pour l'implémentation du projet. Donc, en ce qui concerne les effectifs des villages, effectivement, nous avons des villages qui varient, donc les villages qui pouvaient avoir des populations allant d'une vingtaine de personnes. Hein, d'une vingtaine, nous trouvons même des villages moins d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est des petits villages, c'est des villages qui, comme ça, certains ont déjà déserté, évidemment, à cause du phénomène de conflit. Donc, il y a des villages qui ont des populations là de 20 à une centaine de populations. Une centaine de populations telles que le village Ikobe, qui est l'Odyssée. Donc, c'est un village quand même habité. Donc, voilà. C'est des villages qui vont d'une vingtaine à une centaine de personnes. J'espère que j'ai répondu à vos deux questions, docteur Johnson. Oui, oui. Bon, si j'ai posé la question concernant euh, la taille de population des villages, on le sait dans notre environnement général, hein, les villages sont de petite taille, mais très dispersés. Et dans le cadre justement
la gestion des conflits hommes-éléphants, c'est un paramètre peut-être qu'il faudrait vraiment dont il faudrait tenir compte, peut-être dans l'objectif de, de, de créer des regroupements pour faciliter ou pour permettre à tout un chacun d'être impliqué et créer cette force-là pour euh, lutter contre, je ne sais pas si on utilise encore cette expression, lutter contre ou bien euh, justement contribuer à réduire les dévastations des plantations des populations par les éléphants. Donc, c'est juste dans ce but-là, j'ai posé la question. Parce que ça, il faut qu'on recherche vraiment euh, les forces, les ressources humaines, parce que c'est la présence humaine en général qui, euh, qui reste efficace dans cette gestion-là. Effectivement, Voilà ma effectivement. Mhm. contribution. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, docteur Mireille. Évidemment, pour un futur durable, il faut vraiment impliquer les populations. Je vois, il y a Monsieur Mouloumé David qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro. Et il y a trois autres mains levées. Vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. Gardez vos mains levées. Monsieur Mouloumé, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Laetitia. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui. Donc, c'était une très belle présentation de la part de Monsieur Martial Dokua, que je félicite vivement. Nous avons beaucoup appris ce soir. Mais personnellement, je suis resté sur ma soif, hein, et comme tout à l'heure, Madame Mireille posait la question par rapport au choix de la zone où il fallait installer le dispositif, les différents dispositifs. J'avais aussi la même question. euh, et là, en partie, était répondu, mais j'ai rebondi sur ça pour demander, est-ce que vous ne trouvez pas que cela a un tout petit peu ou pourrait biaiser le résultat parce que on essaie de gérer le conflit homme-faune par rapport aux champs qui sont dévastés, mais on va à 20 kilomètres. Ne pensez-vous pas que ça va un peu, je vais dire, biaiser les résultats par rapport au problème central qu'on veut résoudre? À la limite, peut-être on pourrait avoir peut-être une parcelle à quelques kilomètres. Enfin, je me dis 20 kilomètres, c'est quand même beaucoup. J'aimerais que peut-être, je ne sais pas si vous aurez la réponse exacte pour répondre sur cela. Ma deuxième question, euh, dans la manière dont vous aviez présenté, on a ressenti effectivement qu'il y a un souci d'implication de la communauté. Donc, ça voudrait dire, ou plutôt ma question c'est de savoir, est-ce qu'il existe un plan d'aménagement et de gestion du parc qui permette effectivement à toutes les parties prenantes de prendre part aux différentes réunions de planification, de mettre sur table toutes les menaces qu'il y a, parce qu'on a compris que c'est au moment d'aller implanter le projet, je veux dire implémenter le projet, qu'on a commencé à sensibiliser la population. Et ma toute dernière question pour laisser la parole aux autres, euh, c'est de savoir, effectivement, il serait très tôt justement de savoir ce que les résultats vont dire, mais pendant que vous faisiez l'expérimentation, est-ce que vous avez prédit que l'une ou l'autre méthode parmi lesquelles vous aviez utilisé serait la meilleure méthode à recommander effectivement pour essayer de lutter tant soit peu au conflit homme-femme? Merci beaucoup. OK, donc, Monsieur David, merci encore pour vos trois questions, des questions pertinentes. Bien,
pour la première question, évidemment, j'avais déjà répondu avec docteur c'est docteur, pardon, qui a posé la question précédente là, qui Docteur demandait Johnson. de... D'accord, oui. Donc, évidemment, vous répondissez sur la question parce que vous restez un peu sur votre fin. Alors, évidemment, le choix du site, l'éloignement du site n'a rien, en fait, biaisé les résultats. Non, je ne pense pas que cela ne va pas biaiser les résultats. Alors, je vais juste transposer votre région, essayer de prendre un exemple un peu plus probant sinon. Alors, lorsque vous êtes en train de chercher à trouver un médicament pour soigner une maladie ou un mal, effectivement, vous allez faire des recherches dans un laboratoire. Effectivement, notre champ expérimental, notre site expérimental ici constitue un laboratoire qui permet évidemment de tester notre médicament. Effectivement, dans le cadre de la recherche d'un produit qui doit soigner une maladie, vous allez faire des recherches dans un laboratoire bien identifié. Vous n'allez pas aller faire des recherches chez le patient, ou bien chez les patients, pardon, qui souffrent de ce mal-là, pour pouvoir tester votre produit. Non, vous faites d'abord une expérimentation à côté. Et c'est lorsque vous avez des résultats probants, des résultats qui peuvent évidemment, qui vous amènent à dire oui, évidemment, que votre produit est désormais efficace et peut être évidemment utilisé pour soigner les patients. Donc, le choix du site ici, la distance ne devait pas causer un problème. Ça ne va pas biaiser. Non, non. C'est un site que nous avons choisi pour tester les méthodes. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous représentons seulement le même environnement de la maman qui cultive dans le Haut-Ogooué, la maman qui cultive dans, je ne sais pas, dans le Wellington. Donc, nous représentons, en fait, c'est le même environnement que nous essayons de représenter, mais très éloigné et dans une zone neutre. Et là, nous testons, nous mettons, nous cultivons, nous plantons, et après, nous protégeons nos cultures avec ces méthodes et nous laissons et on observe. Est-ce que ces méthodes arrivent à protéger? Parce que si elles protègent, à la fin, ben vous prenez ces méthodes, vous les mettez maintenant à la disposition de ces populations. Donc, le site expérimental, la distance choisie, 100 km, 40 km, ne peut pas biaiser. C'est juste notre laboratoire qui va nous permettre de pouvoir identifier la méthode qui pourra désormais protéger les espaces cultivés. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, en ce qui concerne le plan de gestion, effectivement, tous les parcs nationaux du Gabon ont des plans de gestion. Ils ont des plans de gestion. Il y a des plans de gestion qui, évidemment, qui intègrent, n'est-ce pas, évidemment, les populations qui sont autour du parc. Nous avons le parc national de Ouaka a un plan de gestion. Alors, nous, ce que nous voulons faire, ce n'est pas c'est pas le plan de gestion. Nous, ce que nous voulons mettre en place, c'est une stratégie de gestion du conflit. Alors, cette stratégie qui doit impliquer tous les acteurs autour du conflit homme-éléphant, en général, on va dire en particulier au Gabon, mais dans le monde entier, sinon dans l'Afrique. Alors, cette stratégie qui doit s'appuyer sur les 6 piliers que je vous ai cités lors de ma présentation, donc les politiques, donc l'atténuation, la compréhension du conflit, le suivi, l'atténuation, tous ces éléments doivent être pris en compte. Et les éléments pris en compte, c'est-à-dire que c'est toutes les tranches, en partant du cultivateur, donc même de l'animal, jusqu'au décideur, donc aux politiques. Et c'est une stratégie holistique qui va permettre d'identifier les failles, les faiblesses et les forces. Et tous ces éléments rassemblés, vous avez une stratégie mise en place qui permet de gérer efficacement le conflit. Mais en ce qui concerne le plan de gestion, effectivement, le parc national de Ouaka a un plan de gestion qui a été rédigé, si je ne me trompe pas, entre 2012, est-ce que c'est 2012 ou 2016? Voilà, ces deux dates-là. Donc, il y a un plan de gestion qui existe, bel et bien. Alors, en ce qui concerne la méthode, est-ce qu'il existe déjà, selon nos expérimentations, est-ce que nous avons déjà une méthode que nous pouvons déjà mettre à la disposition, sinon que nous pouvons déjà dire qu'elle est efficace? Bon, écoutez, monsieur David, je suis un scientifique, donc je ne publie pas mes données selon mes appréciations. Non.
Nous devons avoir des données scientifiques probantes pour vous dire que telle méthode est efficace, telle méthode fonctionne. En ce jour, je n'ai pas encore, nous, l'équipe du programme Faune, ne sait pas encore, en fait, n'a pas encore des résultats, donc tous les résultats, pour pouvoir vous donner une méthode qui est soi-disant la meilleure, sinon plus efficace que les autres. Non, non, non. Vous aurez ces informations, vous aurez évidemment des articles là-dessus. Donc, laissez-nous aller jusqu'à la fin. Je ne saurais vous dire en ce moment-là la méthode qui est plus efficace. Je suis encore en laboratoire. Ok, très bien. J'espère que je ne Euh, vous laisse pas sur votre faim, Monsieur David. je pense que j'aurai l'occasion de vous voir pour en discuter physiquement. Je pourrais être au Gabon d'ici quelques mois. Je me ferai le plaisir de vous voir pour en discuter profondément. Il n'y a pas de souci, ce sera un plaisir, c'est un plaisir partagé. Merci bien. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Martial et ensuite Madame Julie et Docteur Apanga prendront la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Martial. Ok, bonsoir. Oui, je suis Bon, Martial Eliondo, ancien conservateur adjoint du Parc national de Luango et Mokalaba Dodo. Ok, donc je commence d'abord à féliciter Martial pour la présentation. J'avais deux questions, sauf que la première a plus ou moins été répondue déjà concernant la distance du choix du site. En fait, moi, je me dis que les éléphants se reprochent des habitations, peut-être parce qu'ils trouvent une certaine quiétude, loin de toutes les activités forestières qu'on connaît. Donc, pour moi, j'aurais souhaité peut-être qu'on ait un site aussi près des populations, près des habitations, pour essayer de voir comment les éléphants se comportent lorsqu'ils sont près des habitations, avec sinon les 5 méthodes que Martial a présentées. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, je voulais savoir, la méthode concernant les cartouches de piment avait déjà été utilisée dans un passé très récent ici au Gabon et elle nous a montré ses limites. J'aimerais savoir en quoi cette méthode est-elle innovatrice, quand bien même on sait qu'elle a beaucoup de limites au niveau du Gabon à cause de notre pluviométrie. Donc, si Martial peut essayer de nous édifier là-dessus, ça me fera plaisir. Merci. Merci, homonyme Martial, pour tes deux questions. Effectivement, c'est des questions très intéressantes. Et je vais commencer par la deuxième question. Donc, effectivement, celle qui concerne la méthode de piment. Et lorsque j'ai présenté effectivement les différentes méthodes, j'avais entre guillemets évoqué effectivement ce paramètre-là qui concerne la pluviométrie, qui est un facteur non négligeable sur la méthode évidemment des rideaux des piments. Alors, normalement, la méthode des piments, au départ, normalement, c'était des asperceurs de piments. Donc, c'était un mécanisme, c'était un dispositif avec des asperceurs. Donc, à l'approche de l'animal, des animaux, donc détection des mouvements à une bonne distance, les asperceurs de piment se déclenchent automatiquement et aspergent le piment en faisant une rotation sur, voilà, sur eux-mêmes, les appareils. Donc, il faut une rotation en aspergeant le piment évidemment à une bonne distance, donc une distance de 10 à 15 mètres. Donc, ils aspergent. Et pendant un bon temps, donc une durée de voire 1 minute, ces aspergeurs vont arroser. Donc, la limite était laquelle? C'est que mettre en place ce dispositif nous demandait une logistique un peu très particulière et très coûteuse. Ce qui fait que, à côté des dispositifs, donc des aspergeurs de piment, on avait le choix de tester également, de tester de nouveau, évidemment, la méthode avec des tissus imbibés, donc des tissus autour de la parcelle. Ça, en vrai, cela constitue une limite parce que la pluviométrie au Gabon, au bout de 2, 3, 4, 5 pluies, et effectivement, les tissus sont lessivés, donc le piment est lessivé. C'est vrai qu'il va rester en fait, un peu d'odeur sur les tissus, mais qui ne sont pas perceptibles certainement par l'éléphant à une certaine distance. Il faudrait qu'il se rapproche complètement du tissu, donc du tissu autour de la parcelle,
pour pouvoir ressentir, n'est-ce pas, sentir que ces tissus sont imbibés de piment et certainement soit rebrousser chemin, reculer, sinon contourner ou affronter parce que s'il estime qu'il doit manger et que c'est ce tissu-là qui veut l'arrêter, ben, il peut affronter. Donc, effectivement, c'est une méthode, évidemment, avec beaucoup de limites. Donc, elle reste, c'est une méthode qu'on a également, on a voulu tester. Et nous, comme je disais tout à l'heure, que l'équipe du programme FON, c'est une équipe de scientifiques qui, normalement, lorsqu'elle doit rejeter une méthode, elle doit avoir des données scientifiques qui prouvent effectivement que la méthode n'a pas fonctionné. Et de là, on peut la rejeter. En fait, on ne le fait pas parce qu'évidemment, il y a des phénomènes qui ont agi et nous ne sommes pas allés à la fin de nos études. Et évidemment, on n'a pas vu s'il y a eu des intrusions dans les parcelles, évidemment, qui sont protégées par cette méthode. Je vous dirais, par exemple, si d'ici la fin du projet, au bout de 2 ou 3 ans, et que nous constatons que ces parcelles qui sont protégées par ces rideaux imbibés de piments n'ont pas connu des intrusions, ben, moi, scientifiquement, je vous dirais, ben, c'est une méthode efficace hein, parce que j'aurai des données probantes de 2 ou 3 ans. Donc, effectivement, c'est une méthode qui est un peu limitée par le phénomène de pluviométrie qui est intense au Gabon. Donc, concernant la première question, donc, évidemment, cette question-là, c'est toujours sur le champ, la distance du champ expérimental. Et vous souhaiterez que nous mettons en place un champ autour des villages sinon des parcelles expérimentales autour des villages pour voir le comportement de ces animaux, évidemment, dans nos champs ou sinon dans nos parcelles expérimentales. Si ce serait le même phénomène qu'on va observer effectivement dans les plantations de villages. Alors, mais je vais toujours revenir sur cet exemple, c'est que nous sommes en train de faire des recherches d'un produit, donc des solutions, des méthodes qui ne fonctionnent pas, en fait, que nous ne savons pas si elles fonctionnent ou pas. Mais pour cela, il faudrait qu'on les teste. Et en les testant, nous devons avoir un endroit neutre ou un endroit que nous appellerons notre laboratoire de test. Et c'est pour cela que nous avons choisi un endroit neutre. Évidemment, la distance, certainement vous considérez que la distance, elle est très grande des villages. Non. Considérez cela juste comme un laboratoire que nous avons mis très éloigné, sinon, voilà, pour pouvoir tester des méthodes. Et à la fin, quand ces méthodes vont fonctionner, on viendra maintenant chez les populations, on demandera des populations, en fait, des habitants, sinon des personnes volontaires, certainement, qui voudront évidemment tester l'efficacité, parce que nous, on l'a déjà testé et nous savons que ça fonctionne. Et nous trouverons des volontaires qui pourront accepter maintenant de tester ces méthodes dans des champs maintenant des populations. Et nous, on les expose, on les installe et on observe l'efficacité. Mais nous savons déjà que nous avons expérimenté ces méthodes-là. Donc, le fait de trouver un champ expérimental, de tester un champ, de mettre en place pardon, un champ à côté d'un village, OK, il n'y a pas de souci, c'est une possibilité, mais nous risquerons d'être accusés, n'est-ce pas, des gens qui amènent nos enfants dans les villages. Donc, nos enfants, ce sont les éléphants. Donc, on va amener les éléphants parce que si on met ces champs expérimentaux-là à côté des villages et que les éléphants contournent nos méthodes, et vont attaquer les plantations des villageois, je vous assure que on risque de ne pas aller à la fin de notre expérimentation. Mais on essaiera, on pourra également explorer cette voie-là et mettre en place un champ, même une parcelle expérimentale à côté d'un village. On verra. Et je vous appellerai pour venir justifier, monsieur le conservateur. Et je Merci. suis sûr que je parle sous votre contrôle parce que vous avez vécu un peu à côté de ces personnes-là, donc de ces populations-là. Et ils nous appellent, les parents des Effectivement. éléphants. Donc, oui, on pourra l'exploiter, effectivement. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mhm. OK. Il y a Madame Julie qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, merci. Moi, c'est Ludovic Kapanga. Donc, j'ai bien écouté votre exposé sur le conflit homme-faune au niveau du parc de Ouaka, je pense. Et c'est bien exposé. Sauf que ben, mon interrogation vient du fait que là, on parle d'un conflit qui existe, mais je n'ai pas vu la comparaison avant l'installation de ces parcs. Est-ce que les populations avaient de tels conflits? Est-ce qu'on peut savoir comment la cohabitation se faisait
avant l'instauration des parcs, la création des parcs? Des premières questions. Et l'autre question est l'approche anthropologique. Donc, l'approche socio-culturelle, quand vous apportez des méthodes pour résoudre le problème, est-ce qu'il y a une approche anthropologique qui a été envisagée? Alors, comment était la coexistence avant la mise en place de ce projet, de ces activités de projet dans la zone de la Waka? Est-ce que nous avons fait des investigations pour pouvoir connaître un peu comment était le climat entre les populations et la faune sauvage? Alors, évidemment, comme je disais lors de mes propos introductifs, que le parc national de Ouattara, qui fait partie évidemment des parcs nationaux du Gabon, est un parc très mal connu et très peu connu. Peu d'études ont été effectuées dans cette zone. Peu d'études ont été effectuées. Donc, il est très mal connu. Mais il y a eu des investigations dans le sens où, avant la mise en place de ce projet, parce que ce projet qui est financé par l'Union européenne, évidemment chapeauté par l'ICRAF, ce projet, avant, n'est-ce pas, de pouvoir proposer ce projet aux bailleurs, il y a eu évidemment des investigations autour de ce parc. Et il a été identifié que le phénomène de conflit entre l'homme et l'éléphant était très accentué, et les solutions, on les trouvait pratiquement pas, parce que nous avons évidemment rencontré, nous avons échangé avec des villageois qui, beaucoup, ont déserté des villages, évidemment, on a vu des villages abandonnés qui sont partis parce que la raison était laquelle? Les animaux, les éléphants, au-delà du fait qu'ils ravagent des espaces cultivés, au-delà qu'ils attaquent parfois des humains en forêt ou autour des villages, mais ils venaient casser les habitations. Et beaucoup n'en pouvaient plus. Et certains ne vivent dans ces zones-là que de l'agriculture. Et ne pouvant pas supporter parce qu'il met en place une structure, il met en place une plantation pendant pendant on va dire 3, 4, 5, 6 mois, mais en une nuit, il perd tout. Et il doit manger du riz. Et pour s'offrir du riz, il doit attendre parfois qu'un véhicule vienne après 1 ou 2 semaines dans le village pour sortir, aller s'offrir un sac de riz et revenir. Et dans les habitudes alimentaires de ces populations-là, le riz ne rentre pas en ligne de mire. Mais ils sont obligés de consommer du riz parce qu'ils ne peuvent pas planter, ils ne peuvent pas cultiver à cause, n'est-ce pas, des intrusions des éléphants. D'où naît, n'est-ce pas, cette volonté de pouvoir implémenter ce projet autour du parc de Ouaka et effectivement faire des études anthropologiques. Parce que les enquêtes que les étudiants, avec le staff du programme, ont effectuées dans ces villages-là, évidemment, c'était des enquêtes anthropologiques, c'est-à-dire que c'était de recueillir les informations, comment les populations vivent le conflit, comment les populations se comportent et quelles sont les mesures d'atténuation et d'accompagnement de ces populations lorsqu'elles sont impactées ou bien elles ont été victimes, n'est-ce pas, des intrusions de dévastation des éléphants. Et évidemment, il y a eu des investigations dans ce sens-là. Nous avons investigué. Les étudiants sont allés sur place. Évidemment, des équipes également du programme sont allées sur place et nous avons recueilli toutes ces informations. Et d'ailleurs, je vous ai présenté parmi ces étudiants celui qui a travaillé sur les méthodes de protection et évidemment la rentabilité agricole. Il a, dans son mémoire, évidemment, lors de sa soutenance, il a présenté évidemment cette activité-là des enquêtes auprès des populations. Donc, voilà ce que je peux dire sur vos deux questions. Et j'espère que j'ai répondu à vos deux questions. Docteur Lapanga? Oui, merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ouais, effectivement, si les populations ont été consultées pour des mesures d'atténuation, c'est une bonne chose. Et si on comprend les cohabitations entre les populations, déjà c'est des petits villages, si on comprend la cohabitation, le problème ne serait pas si grand. Il n'y a pas un problème lié au braconnage élevé des trafics de l'ivoire, c'est juste des problèmes liés à la survie des gens qui veulent vivre dans leur milieu. Donc, je pense que les solutions peuvent être simples en consultant la population. Merci.
Merci. Effectivement, je voulais compléter lorsque vous parlez évidemment du braconnage. Effectivement, dans ces villages, le braconnage, il est pratiquement. Non, non, le braconnage, je dirais, il n'existe presque pas, même si évidemment il y a des cas exceptionnels, parce que c'est une zone, on va dire, très, très surveillée par l'Agence des parcs national de Ouaka. Donc, le braconnage, non. Mais par contre, ce sont des répressions. En fait, le ras-le-bol, n'est-ce pas, de la population qui amène parfois, n'est-ce pas, à abattre certains individus. Donc, lorsque je vous ai présenté une carcasse d'éléphant qui a été retrouvée à moins de 2 kilomètres d'un village. Évidemment, cet éléphant a été abattu par la population, évidemment, parce que cet éléphant, selon leur témoignage, il venait de temps en temps dans les villages et même dans les jardins derrière les maisons. Et voilà, le ras-le-bol a fait qu'ils l'ont abattu. Mais sinon, les questions de braconnage dans ces zones-là ne sont pas vraiment très signalées et prononcées selon nos enquêtes dans les villages et même auprès des, 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 des responsables de l'Agence nationale du parc. Bonjour. Bonjour. Merci, Bonjour, merci. monsieur Abdelaziz. Bonjour, bonjour. Merci, monsieur Martial, pour la présentation. Ça a été très intéressante et très instructive. Seulement une question concernant c'est-à-dire les dégâts causés par les éléphants. Est-ce que dans votre stratégie, ou bien, bon, si je peux dire l'État, est-ce qu'elle a prévu des compensations pour les dégâts, concernant les dégâts pour les agriculteurs? Alors, il y a dans la stratégie que nous voulons mettre en place, évidemment, on aborde cette question. Donc, la question qui concerne, n'est-ce pas, les compensations lorsque un habitant ou voilà, un villageois a subi, n'est-ce pas, des dévastations d'éléphants. Effectivement, il existe, l'État gabonais a mis en place, évidemment ce mécanisme-là de compensation des populations. Et évidemment, lorsque nous avons fait des enquêtes auprès des populations, alors les populations se plaignent, n'est-ce pas, de la hauteur de la compensation qui n'est pas vraiment on va dire, en parallèle, sinon égale, n'est-ce pas, à la dépense, sinon à la perte de leur champ souvent. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que les populations nous ont fait savoir qu'ils pouvaient en une nuit perdre une parcelle cultivée je dirais quoi, d'un hectare, et la compensation, elle est minime à comparer avec ce qu'il a perdu. Mais effectivement, ça existe. Il y a ce mécanisme de compensation des populations lorsque on a subi, n'est-ce pas, des dévastations ou des attaques d'éléphants. Il y a une procédure qu'il faut respecter. Il faut s'adresser à l'autorité, n'est-ce pas, qui s'occupe de cela. Et à la fin, vous allez bénéficier d'une compensation. Mais seulement, ça reste un peu, je dirais, très limité, selon les informations que nous avons recueillies dans les villages auprès des populations. La compensation est très minime par rapport à la perte. Et évidemment, dans cette stratégie que nous voulons mettre en place, et nous abordons cette question-là, parce que si nous voulons gérer et nous voulons trouver des solutions durables dans le cadre de la gestion de conflits contre l'éléphant, il faudrait prendre en compte évidemment cette partie de compensation. Parce que si le villageois qui se voit perdre sa plantation en une nuit et il n'est pas compensé à la hauteur, mais le conflit ne va pas s'arrêter. C'est un cycle qui va continuer. Parce que lui, en représailles, il va chercher à tuer. Et nous, on voudrait éviter cela. Nous voudrons amener ces populations, évidemment, à cohabiter. C'est pour cela la compensation devait être même au centre, n'est-ce pas, lorsque le phénomène est déjà arrivé. Lorsque nous avons déjà constaté le conflit, il faudrait compenser la personne qui a été victime, voilà, des intrusions de l'éléphant. Mais la compensation, elle existe. C'est seulement que les populations se plaignent du fait qu'elle n'est pas à la hauteur. Merci pour votre réponse. Seulement c'est-à-dire que je veux dire une dernière phrase, que la conservation ne peut pas être mise en place sans les riverains du parc. Merci pour votre réponse. Merci. Merci beaucoup.
Souvent, ce sont des moments émotionnels lorsque on arrive à partager nos connaissances et surtout notre expérience et les activités que nous menons. C'est souvent des moments très effectifs. Et je tiens à remercier évidemment Cher Screen Africa pour ces moments qui ont permis que le programme Faune par ma voix, programme Faune Sauvage Développement Durable par ma voix, vous présente les activités que nous menons aujourd'hui pour la gestion du conflit homme-éléphant au Gabon. C'est une thématique, c'est vraiment un sujet très, très accentué en ce moment. Et je vous dis encore merci et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je serai toujours avec vous. Et le programme Faune voudrait continuer à partager évidemment ces activités dans ce type de plateforme